Bonjour Aaron, bonjour à vous tous et bienvenue à notre capsule vidéo. Celle-ci portera aujourd'hui sur les styles d'investissement parce que tu sais Aaron, aujourd'hui il y a un débat à savoir que le style d'investissement valeur est mort, ne fonctionne plus comparativement au style d'investissement de type croissance. Alors j'aimerais en premier te poser la question de nous donner les distinctions entre ces deux styles d'investissement. Alors, valeur veut simplement dire une entreprise qui n'a pas un bon potentiel de croissance. Puis généralement, cette entreprise-là va se transiger à un ratio plus faible. Alors, on pourrait passer en ce moment aux grandes banques américaines, aux détaillants traditionnels, aux compagnies matures comme Procter Gamble, Coke, etc. IBM tomberait dans ce groupe, j'imagine. Également, oui. Et puis, un investissement à croissance, c'est plutôt l'entreprise qui a de la bonne croissance. Puis, généralement, elle va se transiger comme, mettons, à 30 fois les profits. Visa, Mastercard serait un exemple. Donc, on parle de ces entreprises qui croient de 15 à 20. Mais pourquoi il y a un potentiel? Parce qu'on serait porté à quoi? Visa, Mastercard, c'est dans l'industrie des paiements, ça existe depuis très longtemps, ils sont dans une industrie mature. Pourquoi qu'ils obtiennent autant de croissance? C'est vraiment la transition du comptant vers le plastique. OK. Donc, les gens qui achètent en ligne aussi utilisent plus leur carte de crédit, simplement. Alors, Donc, le potentiel de croissance est énorme. ouais, ben énorme. Pendant plusieurs, mais 15-20 mais pendant plusieurs années, c'est quand même bon, là. ouais, c'est ça. Alors, ça serait un exemple de croissance. Euh, c'est ça. OK. Aaron, mais nos études en finance et investissement nous ont démontré que le style d'investissement valeur rapportait davantage, générait un rendement supérieur au style d'investissement croissance. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ben, c'était probablement vrai il y a peut-être 30 ans qu'on pouvait acheter une entreprise à 10 fois les profits, puis attendre que la croissance se réaccélère, puis la revendre à 20 fois. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les entreprises qui sont à 10 fois, généralement, ils méritent. Alors, tantôt, je parlais des les grandes banques américaines, par exemple, sont rendues tellement grandes et réglementées qu'ils ne peuvent plus vraiment croître leurs actifs. Alors, ils redistribuent tous leurs profits. Donc, le potentiel de croissance n'est pas vraiment là. Donc, de dire que ces banques-là vont passer de, mettons, 12 fois les profits à 20 fois les profits, puis de faire de l'argent comme ça ne marche plus vraiment. Puis peux-tu me montrer l'exemple, par exemple, de Facebook comparativement à Pepsi qui ont. Ça, c'est un exemple éloquent où est-ce que les étiquettes, finalement, ça ne veut plus rien dire. Tu sais, Pepsi est à 22 fois les profits. Facebook est à 18 fois, mais Facebook a une croissance de 30 Pepsi a une croissance de 5. Ah oui. Puis on considère que Facebook est dans la catégorie croissance. Oui, tu as totalement raison. Chez Médici, le style d'investissement, que ce soit valeur ou que ce soit croissance, là, on n'utilise pas ce type de catégorisation. Qu'est-ce qui compte, nous, c'est d'investir à un prix raisonnable pour avoir un rendement intéressant basé sur la croissance qui va être espérée de cette société-là. De la même façon, tu te souviens, en 2016, on a investi à Apple. Peut-être que tu peux élaborer davantage là, sur notre investissement dans Apple. Oui, Apple, c'est un exemple d'investissement valeur. Finalement, le titre était à 8 fois les profits. L'entreprise n'avait pas une croissance fulgurante de 20-30 mais quand même 8 fois les profits pour cette entreprise-là, c'était clairement sous-évalué. Puis aujourd'hui, ben, il est à 17 fois les profits. Alors, c'est encore possible de faire de l'argent avec le style valeur. Puis d'un autre côté, par contre, là, les investisseurs doivent s'adapter au nouveau modèle d'affaires. Tout à fait OK? vrai. Puis, à cette heure, les entreprises bâtissent plus des usines ou des actifs tangibles, mais plutôt des bases d'abonnés ou des bases de clients, donc un actif intangible. Ils bâtissent des actifs intangibles sur lesquels ils vont bâtir une récurrence de revenus exceptionnelle. Tu dois avoir des bons exemples pour illustrer ce phénomène. C'est ça. Puis pendant qu'ils bâtissent le réseau, ils perdent de l'argent. Donc Facebook, pendant qu'ils augmentaient le nombre d'abonnés, mais ils perdaient de l'argent. Alors nous autres, on regardait ça, on disait, ben là, l'entreprise est surévaluée, là, ça n'a pas de bon sens. Mais on ne comprenait pas le potentiel de monétisation de chaque utilisateur. Puis dans le domaine du logiciel, tu as un autre bel exemple pour illustrer ce phénomène. Salesforce, je crois, est une entreprise qui actuellement ne génère aucun profit, qui a une croissance phénoménale de ses ventes et qui pourrait devenir un investissement intéressant quand C'est même. ça, une entreprise qui ne fait pas de profit, mais qui surperforme le S&P depuis des lunes, Salesforce.
Mais là, l'investisseur, faut qu'il comprenne que l'entreprise investit dans sa force de vente pour aller chercher des revenus additionnels. C'est ça. Mais les normes comptables disent que tu dois passer ça à la dépense. Actuellement, au moment qu'ils sont faits. C'est ça. Ah oui. Alors qu'investir dans sa force de vente pour aller chercher, mettons, tu investis $1 pour aller chercher $3 de revenus, bien, c'est un investissement. Je comprends très bien. Ça réduit le profit, mais c'est pour la croissance future. Ça veut dire que notre travail d'investisseur aujourd'hui est encore plus complexe parce que le profit comptable n'est pas souvent un bon indicateur de la création de la richesse. Ça veut dire qu'il faut analyser davantage la véritable profitabilité et les véritables investissements de l'entreprise pour construire une séquence de profits futurs. Exactement. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.